Écoutez bien ce sifflet. Il donnait, voici 300 ans de cela, le coup d'envoi de la plus formidable aventure humaine jamais entreprise, la révolution industrielle. En effet, en inventant la première soupape de sûreté, Denis Papin sifflait le départ de la domestication par l'homme de force colossale qui allait bouleverser l'humanité tout entière. En remplaçant le muscle animal, en multipliant sa force, la vapeur allait permettre au génie de l'homme de réaliser ses rêves les plus fous dans tous les domaines. Grâce à des métaux plus résistants, des machines plus légères, plus performantes, allaient fabriquer en quelques heures ce qu'une centaine d'ouvriers qualifiés mettaient un mois à produire. Une fois lancé, cet élan industriel allait faire naître en quelques décennies ce qui aujourd'hui encore est la base même de notre civilisation. L'électricité, les moteurs au pétrole ou à ses dérivés, les transports en commun. Mais l'homme dans tout cela, que devient l'homme dans cette immense révolution? Eh bien, l'homme a du mal à suivre. L'appel d'offres des nouvelles entreprises a provoqué un rush sans précédent des campagnes vers certaines villes où les ateliers puis les usines poussent comme des champignons. Hélas, rien n'est conçu pour les accueillir, rien n'est prévu pour les retenir dans de bonnes conditions. Écoutons ce travailleur du temps de Louis-Philippe. Quel est votre nom, monsieur? Jean Mailleux. Et quel métier exercez-vous? Compagnon dans le tissage. Où cela? À Lyon. Le travail est dur? Assez, oui. Et 14 heures par jour, c'est long. 14 Très heures? long. Oui, plus 1 heure pour gagner l'atelier. Et autant pour revenir à la maison. Autant dire que mes journées sont bien longues. Vous gagnez combien, s'il vous plaît? 1,50 par jour. Alors, bon an, mal an, cela fait à peu près 550 francs dans l'année, c'est ça? Pensez-vous, les jours chômés ne sont pas payés. Ça fait 400 francs par an, tout au plus. Avec le pain qui est à 30 centimes le kilo, et plus les légumes, le charbon, les légumes secs, la graisse. Les 3/4 de la paie passent pour la nourriture. Et il y a encore le logement, les imprévus. Ah, faut pas tomber malade. Et vous êtes combien à vivre sur ce salaire? Avec ma femme et mes 4 enfants, 6. Heureusement qu'on est en bonne santé. Mais il y en a de moins favorisés. Il y a des femmes et des enfants qui travaillent jusqu'à 16 heures par jour. Et à moitié prix. C'est la misère, monsieur. On se demande à quoi ça sert de vivre. Afin de lutter contre les abus de ce genre, une seule solution, se grouper pour faire pression sur les patrons et obtenir des améliorations. Ce n'est pas chose facile. Les premiers mouvements revendicateurs se heurtent à une loi. Oui, une loi, dite loi Le Chapelier, qui interdit aux salariés de se grouper pour revendiquer sous peine de délit de coalition. Et savez-vous en quelle année elle a été votée, cette loi incroyable? 1791, en pleine Révolution. Parfaitement. Et il faudra attendre 73 ans pour la voir abolir, cette loi Le Chapelier, en 1864,
en plein Second Empire, ce qui est le comble. C'est seulement 20 ans après, sous la Deuxième République, que la loi Waldeck-Rousseau reconnaît légalement la constitution des syndicats. Où encore sont-ils bien faibles, ces syndicats? Et pourtant, il reste encore bien des progrès à faire dans ces années 1880 pour que les ouvriers aient un mode de vie décent et surtout les femmes. Jeannette Le Breton a 25 ans. Elle est montée à Paris où elle exerce le métier de cousette. Bonjour Jeannette. Bonjour. Nous sommes en 1885. Comment Jeannette, une jeune fille comme vous qui travaille, peut-elle décemment vivre à Paris où la vie est plus chère qu'en province? Bah, faut faire attention, hein. Moi, mon gros problème, c'est le logement. Rien que la location de ma chambre, ça me mange plus du tiers de mon salaire. Et pour la nourriture? Ah là non plus, c'est pas donné. Je mange plus souvent des pommes de terre que de la viande. D'autant qu'elle a augmenté. Vous savez combien ça coûte le kilo de bœuf bouilli? Oh non, pas du tout. Si je vous le dis, ça vous couperait l'appétit. Et pour les vêtements? Là, ça va. Je me débrouille. C'est moi qui les ai faits. Je suis dans la couture. Enfin, de temps en temps, vous ne réclamez pas une petite augmentation quand justement les prix augmentent? Patron fait la sourde oreille. La seule façon d'améliorer ses fins de mois, c'est de faire des heures supplémentaires. Et comme on fait déjà 12 heures... Écoutez, une question encore, Jeannette, s'il vous plaît. Vous gênez pas? Vous avez entendu parler des syndicats qui défendent les intérêts de ceux qui travaillent? Oui, comme ça. Mais vous ne songez pas à vous syndiquer? Je crois pas que ça plairait au patron. Et comme les places courent pas les rues... En 1886, à Lyon, se crée la Corporation des employés de la soierie. L'année suivante, à Paris, les voyageurs de commerce se groupent sous le nom du Syndicat des voyageurs et représentants de commerce. Mais c'est seulement à l'automne de la même année que des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes vont fonder un syndicat qui va jouer un rôle prépondérant dans la lutte syndicale, le CESI, Syndicat des employés du commerce et de l'industrie. Ces pionniers vont être fortement encouragés dans leur action par le pape Léon XIII, brillant humaniste, qui, sans cacher son aversion pour le marxisme, ne ménage pas pour autant ses critiques pour le monde capitaliste. Il faut répartir la propriété privée de façon plus équitable. Encourager la création d'organisations des salariés. Prêter l'oreille aux revendications des syndicats et préserver les caractères sacrés de la famille en allégeant les horaires de travail, en particulier pour les femmes et les enfants. Le travail n'est pas une marchandise. Il est scandaleux de traiter des hommes comme des instruments de profit. Si les adhérents du CESI, confortés dans leur action par les paroles du souverain pontife, doivent être notoirement catholiques, ils tiennent cependant à conserver jalousement leur indépendance vis-à-vis du clergé et refusent un comité protecteur ecclésiastique envisagé un moment par certains clercs influents. Contrairement à la CGT constituée en 1895, qui préconise une action directe, le CESI constitue très vite une commission d'études avec des avocats et des parlementaires pour élaborer des projets de loi en faveur d'un code du travail. Dès l'origine donc, à la fin du siècle dernier, les deux grands courants du syndicalisme sont là, opposés déjà sur certains grands principes de base. L'action directe et la préparation des dossiers du futur. Au début du siècle, de nombreux syndicats catholiques sont créés un peu partout en France, mais c'est à Lyon que le premier syndicat féminin est organisé
par les soins de Mademoiselle Roche-Billard. Oui, à l'aube du XXe siècle, c'est une Française à qui revient l'honneur d'avoir créé le premier syndicat féminin, et je crois que cela mérite une mention spéciale. Peu de temps après, un autre syndicat féminin s'installe à Paris, boulevard des Capucines. Et les cours professionnels que vont recevoir les femmes qui s'y rendent seront très rapidement populaires. Alors que beaucoup s'imaginent avoir découvert et innové dans ce domaine, il est intéressant de noter que le syndicalisme chrétien peut revendiquer d'avoir été à l'avant-garde de la défense des droits de la femme avec un siècle d'action, que personne ne vienne prétendre le contraire. À ce sujet, écoutons Madeleine Tribolati. Madeleine Tribolati vous parle. Les 17 petits jeunes gens qui avaient fondé en 1887 le premier syndicat des employés du commerce et de l'industrie avaient eu une grosse distraction. Ils avaient oublié les dames et les demoiselles. Et il est vrai qu'à cette époque, la main-d'œuvre féminine ne se voyait pas beaucoup dans les bureaux. Elle se voyait surtout dans les usines et les ateliers. Et c'est pourquoi une Lyonnaise, comme on vient vous l'indiquer, Mademoiselle Roche-Billard, avait été bouleversée par les conditions sociales vraiment inhumaines, faites aux travailleurs et plus encore aux travailleuses en cette fin du XIXe siècle. C'était une personnalité exceptionnelle. Vous voyez sa photo au-dessus de nous. C'est vous qu'on voit, madame, mais ça revient au même. Ça revient au même. Les femmes d'action se confondent dans le temps de la CFTC, madame, sans aucun doute. Cette femme exceptionnelle, Mademoiselle Roche-Billard, fit école. Et après avoir fondé, comme on vient de vous l'indiquer, les premiers syndicats féminins à Lyon, elle fit comprendre à une religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, Sœur Milsan, qu'il fallait aider les ouvrières à se grouper pour se défendre. Et ce fut la création, en 1902, d'un syndicat de l'habillement dont le siège devait être rue de l'Abbaye à Paris. En 1906, c'est en Isère, à Voiron, que s'organisent les ouvrières du textile, de l'aiguille, de la ganterie. En 1908, à Paris, des couturières, des employés, des institutrices font de même. En 1912, sous l'impulsion d'une femme, elle aussi de très grande valeur, Mademoiselle Butillard, ce sont les ouvrières à domicile qui créent leur syndicat dans le quartier populaire de Plaisance à Paris. Elles sont les plus exploitées des exploitées. Ce sont elles qui sont astreintes à des veillées interminables pour gagner quelques centimes. Elles veulent que ça change. À force de courage, de sacrifice et de combien d'épuisantes démarches, elles obtiendront
une des premières lois sociales en France, celle de 1915, réglementant le mode de fixation du salaire pour le travail à domicile. Nous sommes en période d'élection prud'homale, je rappelle ceci. En 1920, c'était aussi les élections prud'homales. Et vous savez que les femmes n'avaient pas le droit de vote politique, mais elles avaient celui d'être électrices pour les prud'hommes. Le vote avait lieu un dimanche. Eh bien, pas une seule voix des ouvrières à domicile ne manquera à la candidate de la CFTC, Maria Bardot, qui fut élue. Ce sont des femmes de cette trempe qui ont été les pionnières du syndicalisme chrétien dans le monde du travail. Elles ont fait la trouée. Progressivement, les syndicats féminins d'inspiration chrétienne s'implanteront dans toutes les régions, dans toutes les professions, y compris la fonction publique. Ils se donneront, ces syndicats, une structure nationale. Les femmes étudieront leurs problèmes, définiront librement leurs positions, défendront leurs droits au travail, revendiqueront des salaires justes et l'égalité de rémunération et de promotion avec leurs collègues masculins. Lors des négociations paritaires, notamment en 1936, elles seront présentes et agissantes. Et tant au plan français qu'au plan international, elles assumeront leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités de syndicalistes chrétiennes, avec fierté et enthousiasme. Merci, Madeleine Tribolati. Une étape importante est franchie en mai 1913, lorsqu'à l'occasion du 5e Congrès national des syndicats chrétiens se constitue la Fédération française des syndicats d'employés catholiques. Elle rassemble 32 syndicats et sections. Et puis, par exemple, sur 6600 adhérents mobilisés, 904 ne reviendront pas, dont le secrétaire général Viennet. Juste avant le début des hostilités, la décision avait été prise d'acheter un immeuble rue Cadet grâce à un emprunt lancé parmi les adhérents. En juin 1916, grâce aux soins de Gaston Tessier, qui, non mobilisable pour des raisons de santé, avait pris la charge de secrétaire du CECI, les services syndicaux s'installent rue Cadet. Tout est prêt pour repartir dès la cessation des hostilités.
Et c'est les 1er et 2 novembre 1919 que les délégués des 321 syndicats chrétiens venus des 4 coins de France se réunissent rue Cadet. Et Paul Verneras était là, comme il est là aujourd'hui devant vous. Paul Verneras. Monsieur Verneras, racontez-nous donc ce qui s'est passé ces jours-là, s'il vous plaît. Il fut un temps où je parlais bien ou mal d'abondance, mais il y a déjà plus de 10 ans, peut-être 20, que je m'étais juré de ne plus parler en public. Mais comme nous sommes dans une réunion intime, je vais le faire simplement en m'aidant de mon papier que j'ai écrit, et très prétentieux que je suis, je vous dis que chaque mot pour moi avait sa valeur. Ces 1er et 2 novembre 1919 ont été plus brumeux et pluvieux comme aujourd'hui. Mais à l'intérieur du bâtiment du Cintre Cadet, il y avait chaude ambiance. Dégageons d'abord les leçons de ces longues séances de labeur, de rapport, de discussion. Une triple leçon. Union, sagesse, confiance. Disons tout de suite que ceux qui étaient là, même ne se connaissant pas, étaient unis. Certes, les points de vue se sont parfois heurtés, même avec force, toujours avec courtoisie. Nous étions là rassemblés de tous les coins de France, de Toulouse à Lille, de Bordeaux à l'Alsace-Lorraine. Les tempéraments étaient variés, les situations aussi. Les uns commençaient de naître à la vie syndicale, les autres étaient déjà expérimentés. Autour de quelques forces constituées se pressait la foule des délégués de province, dont quelques-uns déjà représentaient de belles unités corporatives. Cette grande diversité n'a gêné en rien nos discussions. D'abord, et avant tout, et n'en déplaise à qui que ce soit, tous vivaient entièrement la même foi. On pouvait différer d'avis sur l'organisation ou la technique, mais sur les options, sur les questions essentielles, on sentait que tous pensaient de même. Personne ne pouvait sacrifier à une satisfaction d'amour-propre les principes impérieux et révérés de la doctrine commune. Et puis, parce que tous s'estimaient et s'aimaient, même dans la contradiction, nous gardions cette modération qui, dans le futur et pendant longtemps encore, sera la marque fraternelle de nos associations. Au cours de ces 2 journées
fut mis au point l'organigramme de ce qui composerait la CFTC, c'est-à-dire la création des unions et des fédérations de métiers. Ce ne fut pas chose aisée, car il nous fallut arriver à ce que le lien qui unissait toutes les organisations de province à la Confédération soit assez souple pour ne pas gêner leur existence ni le développement de leur initiative. L'accord fut complet sur l'esprit qui devait animer notre action syndicale. En opposition à certaines doctrines qui inspiraient d'autres organisations, nous prenions soin de maintenir ardent notre idéal chrétien de justice sociale, de progrès positif, de construction patiente, d'entente réciproque entre tous les agents de la production. Ce n'était pas une acceptation massive de l'état de choses. Entre nous, ce n'était pas la paix à tout prix et en tout. Il suffisait d'entendre parler les militants pour savoir quelle soif de justice s'alliait en eux à l'esprit de sagesse, proclamant bien haut et avec énergie que la justice devait dominer toute notre action quand nous nous trouverions devant un patronat duquel nous exigions un juste salaire et de justes conditions de travail. Si nous n'avions pas un parti pris de violence, cependant la grève était pour nous l'ultime recours et je vous assure que nous en avons usé. Un peu de petite histoire, un peu de détente si vous voulez. Au cours d'une séance plénière, il nous fallut trouver le titre qui serait celui de notre confédération. Nous avons accepté sans grande difficulté le qualificatif de française après confédération. Nous voulions ainsi nous situer dans l'internationale ouvrière chrétienne que nous envisagions déjà de créer. Et puis, disons-le, nous n'avions pas oublié la démarche que Jaurès avait faite auprès des ouvriers allemands quelques jours avant la déclaration de guerre. Ce fut plus difficile quand il s'est agi du deuxième qualificatif chrétien. Certains d'entre nous voulaient y mettre travailleurs catholiques, d'autres préféraient chrétiens. Une âpre discussion s'engagea qui n'en finissait pas. Alors, se leva de sa place d'invité un prêtre. Autant que je me souvienne, il s'agissait de l'abbé Bourderon, qui nous dit en substance « Je mets au défi qui que ce soit de prouver que les frères des écoles chrétiennes, fondateurs du premier syndicat de travailleurs, ne sont pas des catholiques. » La cause était entendue, notre organisation s'appellerait Confédération française des travailleurs chrétiens. Monsieur Verneras, racontez-nous donc ce qui s'est passé ces jours-là, s'il vous plaît. Il fut un temps où je parlais bien ou mal d'abondance, mais il y a déjà plus de 10 ans, peut-être 20, que je m'étais juré de ne plus parler en public. Mais comme nous sommes dans une réunion intime, je vais le faire simplement en m'aidant de mon papier que j'ai écrit, et très prétentieux que je suis, je vous dis que chaque mot pour moi avait sa valeur. C'est 1er et 2 novembre 1919.
ont été plus brumeux et pluvieux comme aujourd'hui. Mais à l'intérieur d'un bâtiment du Cintre Cadet, il y avait chaude ambiance. Dégageons d'abord les leçons de ces longues séances de labeur, de rapport, de discussion. Une triple leçon. Union, sagesse, confiance. Disons tout de suite que ceux qui étaient là, même ne se connaissant pas, étaient unis. Certes, les points de vue se sont parfois heurtés, même avec force, toujours avec courtoisie. Nous étions là rassemblés de tous les coins de France, de Toulouse à Lille, de Bordeaux à l'Alsace-Lorraine. Les tempéraments étaient variés, les situations aussi. Les uns commençaient de naître à la vie syndicale, les autres étaient déjà expérimentés. Autour de quelques forces constituées se pressait la foule des délégués de province, dont quelques-uns déjà représentaient de belles unités corporatives. Cette grande diversité n'a gêné en rien nos discussions. D'abord, et avant tout, et n'en déplaise à qui que ce soit, tous vivaient entièrement la même foi. On pouvait différer d'avis sur l'organisation ou la technique, mais sur les options, sur les questions essentielles, on sentait que tous pensaient de même. Personne ne pouvait sacrifier à une satisfaction d'amour-propre les principes impérieux et révérés de la doctrine commune. Et puis, parce que tous s'estimaient et s'aimaient, même dans la contradiction, nous gardions cette modération qui, dans le futur et pendant longtemps encore, sera la marque fraternelle de nos associations. Au cours de ces 2 journées, fut mis au point l'organigramme de ce qui composerait la CFTC, c'est-à-dire la création des unions et des fédérations de métiers. Ce ne fut pas chose aisée, car il nous fallut arriver à ce que le lien qui unissait toutes les organisations de province à la Confédération soit assez souple pour ne pas gêner leur existence ni le développement de leur initiative. L'accord fut complet sur l'esprit qui devait animer notre action syndicale. En opposition à certaines doctrines qui inspiraient d'autres organisations, nous prenions soin de maintenir ardent notre idéal chrétien de justice sociale, de progrès positif, de construction patiente, d'entente réciproque entre tous les agents de la production. Ce n'était pas une acceptation massive de l'état de choses. Entre nous, ce n'était pas la paix à tout prix et en tout. Il suffisait d'entendre parler les militants pour savoir quelle soif de justice s'alliait en eux à l'esprit de sagesse, proclamant bien haut et avec énergie que la justice devait dominer toute notre action quand nous nous trouverions devant un patronat duquel nous exigions un juste salaire et de justes conditions de travail. Si nous n'avions pas un parti pris de violence, cependant la grève était pour nous l'ultime recours et je vous assure que nous en avons usé. Un peu de petite histoire.
Un peu de détente, si vous voulez. Au cours d'une séance plénière, il nous fallut trouver le titre qui serait celui de notre confédération. Nous avons accepté sans grande difficulté le qualificatif de française après confédération. Nous voulions ainsi nous situer dans l'internationale ouvrière chrétienne que nous envisagions déjà de créer. Et puis, disons-le, nous n'avions pas oublié la démarche que Jaurès avait faite auprès des ouvriers allemands quelques jours avant la déclaration de guerre. Ce fut plus difficile quand il s'est agi du deuxième qualificatif chrétien. Certains d'entre nous voulaient y mettre travailleurs catholiques, d'autres préféraient chrétiens. Une âpre discussion s'engagea qui n'en finissait pas. Alors, se leva de sa place d'invité un prêtre. Pour autant que je me souvienne, il s'agissait de l'abbé Bourderon, qui nous dit en substance: « Je mets au défi qui que ce soit de prouver que les frères des écoles chrétiennes, fondateurs du premier syndicat de travailleurs, ne sont pas des catholiques. » La cause était entendue, notre organisation s'appellerait Confédération française des travailleurs chrétiens. De justice s'alliait en eux à l'esprit de sagesse, proclamant bien haut et avec énergie que la justice devait dominer toute notre action quand nous nous trouverions devant un patronat duquel nous exigions un juste salaire et de justes conditions de travail. Si nous n'avions pas un parti pris de violence, cependant la grève était pour nous l'ultime recours et je vous assure que nous en avons usé. Un peu de petite histoire. Un peu de détente, si vous voulez. Au cours d'une séance plénière, il nous fallut trouver le titre qui serait celui de notre confédération. Nous avons accepté sans grande difficulté le qualificatif de française après confédération. Nous voulions ainsi nous situer dans l'internationale ouvrière chrétienne que nous envisagions déjà de créer. Et puis, disons-le, nous n'avions pas oublié la démarche que Jaurès avait faite auprès des ouvriers allemands quelques jours avant la déclaration de guerre. Ce fut plus difficile quand il s'est agi du deuxième qualificatif chrétien. Certains d'entre nous voulaient y mettre travailleurs catholiques, d'autres préféraient chrétiens. Une âpre discussion s'engagea qui n'en finissait pas. Alors, se leva de sa place d'invité un prêtre. Pour autant que je me souvienne, il s'agissait de l'abbé Bourderon, qui nous dit en substance: « Je mets au défi qui que ce soit de prouver que les frères des écoles chrétiennes, fondateurs du premier syndicat de travailleurs, ne sont pas des catholiques. » La cause était entendue, notre organisation s'appellerait Confédération française des travailleurs chrétiens. S'engagea qui n'en finissait pas. Alors, se leva de sa place d'invité un prêtre. Pour autant que je me souvienne, il s'agissait de l'abbé Bourderon, qui nous dit en substance: « Je mets au défi qui que ce soit de prouver que les frères des écoles chrétiennes, fondateurs du premier syndicat de travailleurs, ne sont pas des catholiques. » La cause était entendue, notre organisation s'appellerait Confédération française des travailleurs chrétiens. La cause était entendue, notre organisation s'appellerait
Confédération française des travailleurs chrétiens. Monsieur Paul Verneras, je voudrais vous poser une petite question. Comment êtes-vous devenu syndicaliste, s'il vous plaît? Ah, c'est bien indiscret. Vous allez quand même me le dire. Voilà. Il faut que vous sachiez, mais ne le répétez pas, que je suis né dans le siècle dernier, à la fin du siècle dernier. Et j'ai commencé à travailler en usine de bonneterie, car je suis troyen d'origine. J'ai commencé à travailler à 12 ans, en usine. Deux choses qui m'ont fait devenir syndicaliste chrétien. La première, je le dis tout net, c'est que quand on est ouvrier, surtout au commencement de ce siècle, et qu'on a affaire à un patronat de droit divin, je vous assure qu'on recherche tout de suite des garanties pour se défendre. Mais la chose principale, c'est que, gamin, j'étais dans un quartier ouvrier, je courais les rues, comme tous les autres mes camarades. Nos parents travaillaient, évidemment. Nous étions libres le jeudi et le dimanche. Et des pères jésuites, un beau jour, ont monté un patronage. Et pendant ce patronage, de ce patronage au cercle catholique d'ouvriers, on nous a appris que pour être un citoyen complet, il fallait adhérer à une association paroissiale, à une organisation professionnelle et aussi à un parti politique. Et alors, disciples de ces maîtres qui nous ont beaucoup appris et donné, j'ai continué dans le syndicalisme. Et je ne m'en repens pas. Rappelons que Paul Verneras était syndiqué, je crois, à 14 ans. C'est bien ça? Vous étiez syndiqué à 14 ans. À 14, oui. À 14 ans. À 14 ans. Les jésuites qui s'occupaient de nous, je m'excuse de parler de curé, mais les jésuites qui s'occupaient de nous, nous envoyaient même à la Bourse du Travail pour écouter les grands maîtres qui venaient, et déjà il y avait jour. Et dans nos cercles d'études, nous étudions ce que les grands maîtres du syndicalisme ségétiste avaient apporté, et comme il y a toujours quelque chose de bon à tirer, nous le tirions. Merci, monsieur Paul Verneras. Je souhaite à M. Paul Verneras encore de longs jours et je rappelle qu'il a 90 ans. Alors, après avoir précisé donc que le mot chrétien s'adressait aussi bien aux catholiques qu'aux protestants, le nom de l'organisation est adopté à l'unanimité, donc CFTC. Voici votre sigle, il apparaît. La Confédération française des travailleurs chrétiens est née. La CFTC est prête à marquer de son empreinte l'évolution économique et sociale du syndicalisme français et international. En mars 1919, se tient le premier congrès international des syndicats chrétiens et en juin 1920, les délégués de la CFTC se retrouvent à La Haye avec ceux
de 9 autres pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et la Tchécoslovaquie, pour constituer la Confédération internationale des syndicats chrétiens, la CISC. Un appui particulièrement enthousiaste est apporté à la création du Bureau international du travail, dans lequel la CFTC prend une place active dès l'origine. La CFTC est illégale. Elle est illégale parce que ses membres appartiennent obligatoirement à la foi catholique. La CFTC présente donc un caractère confessionnel incompatible avec le droit légitime de tous les travailleurs. Eh oui, eh oui. À peine née, la CFTC contestée. La CGT et la CGTU, qui se sont séparées en 21, sont d'accord sur ce point précis. La CFTC est illégale. Et pour la faire interdire, les deux syndicats déposent un recours en Conseil d'État. En décembre 1924, la demande est rejetée sur les conclusions de M. Cahen Salvador. Mais ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini pour autant. À leur tour, les milieux patronaux déposent une plainte à Rome devant la congrégation du Concile. Le motif? La CFTC a participé aux grèves du textile de Roubaix-Tourcoing et de la vallée de la Lys. C'est le consortium de l'industrie textile du Nord qui signe la plainte. La grève, ce n'est pas digne d'un chrétien. Après de longs mois de réflexion, le patronat est débouté de sa plainte par une décision du Vatican suivie d'une lettre de la congrégation romaine compétente à Monseigneur Liénard à l'occasion, quelques mois plus tard, d'un nouveau conflit dans le textile et d'une grève à Halluin dans le Nord. Ainsi, sur tous les fronts, la CFTC affirme son droit à l'existence et son indépendance vis-à-vis de tous. Dès lors, la CFTC va poursuivre plus que jamais son action revendicatrice avec pour objectif la durée et les conditions de travail, la mise en place généralisée d'assurance sociale, la création d'une caisse confédérale de défense professionnelle pour soutenir les adhérents en grève, la création de cercles d'études pour former des militants, enfin, l'ouverture partout où cela est possible de centres de formation professionnelle. Et c'est ainsi qu'à Paris, des milliers de jeunes sténodactylo-comptables doivent leur qualification aux efforts de l'organisation locale, animée par des militantes aussi courageuses que perspicaces, comme Odette Amier, pour ne citer qu'elle. Odette Amier, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est là. Les syndicats féminins ont toujours considéré comme l'un des services essentiels la formation professionnelle. Les cours Astier, dispensés dans la journée sur le temps de travail, s'adresseront plus particulièrement aux apprentis de la couture. Mais pour les salariés des autres professions, leur seule chance de formation était leur participation au cours du soir. Alors jusqu'à quelle heure cela allait parfois, puisqu'on travaillait très tard à cette époque-là? Et oui, rappelons-nous qu'en ce temps-là, l'heure de sortie des bureaux était aux environs de 17 heures comme maintenant, mais entre 18h30 et 19h30. Cet enseignement se prolongeait donc nécessairement jusqu'à 21h
et même parfois jusqu'à 21h30. Et ceci 3 ou 4 fois par semaine pour les élèves avides de connaissances. Certains cours, car il y en avait dans plusieurs quartiers populaires de Paris et de la banlieue, se donnaient le samedi après-midi ou le dimanche matin. La province n'était pas en reste, pour ne citer que quelques villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Cette formation professionnelle, qui comprenait sténodactylo, comptabilité, français, langues étrangères, coupe et couture, dessin, était assurée par des enseignants, eux-mêmes dans la profession, et cela bénévolement. Il aurait paru presque déshonorant de se faire rétribuer pour apporter une aide à ses frères de travail. Et quelle ardeur, quelle émulation de part et d'autre, quelle joie quand les élèves étaient parvenus à obtenir un CAP ou un examen de la Chambre de commerce britannique ou autre. Madame, avez-vous connu des réussites remarquables, s'il vous plaît? Oui, personnellement, j'ai connu des employés qui, sortis de l'école après le certificat d'études, étaient arrivés, grâce au cours du soir et à leur persévérance, à un poste de secrétaire de direction dans des entreprises commerciales ou industrielles très importantes. Lequel de l'élève ou du professeur en éprouvait le plus de joie? Ils étaient vraiment solidaires et axés vers le même but. Les syndicats féminins ajoutèrent plus tard, au cours du soir, une école de formation de sténodactylographe comptable qui s'adressait plus particulièrement à des jeunes non encore entrés dans la vie de travail ou, depuis, à des travailleurs en chômage. Cette école fonctionne toujours, adaptée, bien entendu, aux toutes dernières méthodes de travail de bureau. Si toutes les élèves passés par ces cours n'ont pas été des syndiqués, je crois pouvoir dire que leur conception syndicale et sociale en a été modifiée dans une perspective orientée vers la CFTC. Certaines, parmi elles, sont devenues d'excellentes militantes du mouvement syndical chrétien. Merci, madame. Et le travail en profondeur de la CFTC va porter ses fruits. Dans toutes les régions, dans toutes les professions, la CFTC s'implante et s'installe. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le Sud-Ouest, à Nancy, en Basse-Normandie, en Bretagne, en Franche-Comté, dans l'Isère, en Champagne, dans le Midi. C'est alors qu'après la période de reconstruction d'après-guerre, la crise mondiale éclate comme une bombe, c'est 1930 et son cortège de misère. La CFTC se mobilise aussitôt
Et avec l'appui de sa commission d'études, elle propose une série de résolutions, parmi lesquelles... Réduction du travail à 40 heures semaine. Établissement d'un salaire minimum décent. Instauration d'une assurance chômage. Signature de conventions collectives du travail. Et c'est le printemps 1936 et la victoire du Front populaire. Tandis que Léon Blum s'installe au gouvernement, une vague de grève sans précédent déferle sur le pays avec occupation des usines. La CFTC participe au mouvement. Et le Parlement s'apprête à voter d'urgence une série de réformes dont la plupart sont celles proposées dans le plan de la CFTC. À cet effet, une rencontre est organisée en toute hâte à l'hôtel Matignon entre les syndicats. Mais la CGT revendique le monopole de la négociation et contre toute attente, le gouvernement accepte, la CFTC est exclue sans des retraites de base. Et nous arrivons en 63. Tandis qu'une grande grève des mineurs va être profondément marquée par la CFTC et va durer 35 jours, en mobilisant 200 000 salariés, l'unité du syndicat est sérieusement ébranlée. Malgré un appel pathétique de Joseph Sauty au Comité national en faveur de l'union et du rassemblement de tous, une transformation de la CFTC en CFDT est avancée dans le but de déconfessionnaliser le mouvement en lui supprimant le C de chrétien. Ce serait certainement faire bien peu de cas des raisons qui ont motivé l'adhésion d'autres camarades à leur organisation, que ce soit l'organisation Force ouvrière ou l'organisation CGT. Les raisons qui ont amené nos adhérents à la CFTC sont aussi valables pour ceux qui appartiennent à d'autres organisations. Nous nous trouvons actuellement devant le dilemme que voici: supprimer la CFTC pour constituer une autre organisation. Or, en définitive, quelles que soient les décisions du Congrès, ce sont les adhérents qui décideront, le soir même du Congrès ou le lendemain du Congrès, de leur appartenance syndicale. Et c'est pourquoi, voyez-vous, nous pensons que c'est une question qui a été trop souvent oubliée, et c'est avec la masse de nos adhérents, fidèles à leur organisation, que pour nous, nous pensons que la CFTC continuera telle qu'elle est jusqu'à ce jour, parce que nous pensons toujours qu'elle est indispensable au mouvement ouvrier de notre pays. « 70% des suffrages sont en faveur de l'option CFDT, malheureusement. En fait, l'enjeu véritable du débat tient dans la remise en cause des principes fondamentaux du mouvement et sa politisation. Les partisans du maintien de la CFTC ont beau répliquer que le syndicat est depuis bien longtemps non confessionnel et ouvert à tous. Un vote pour ou contre, comme je viens de vous dire, est organisé en novembre 64 au Palais des Sports et 70% des suffrages sont en faveur de l'option CFDT. Malgré cela, pour quelques 300 délégués du Congrès, c'est une question de conscience. Ils ne peuvent cautionner ce changement qui est pour eux une dénaturation du mouvement. Ils quittent la salle et décident de continuer la CFTC avec son sigle et ses statuts. Pour Joseph Sauty, élu nouveau président, et Jacques Tessier, nouveau secrétaire général, une immense tâche commence. Autour des organisations qui sont restées majoritairement CFTC, les mineurs, les employés de commerce, le textile de Roubaix-Tourcoing, le syndicat EGF de Paris, Nantes, Marseille, de la Banque de France, de l'aviation civile, de l'hôtellerie, des banques, etc.,
Il s'agit de rassembler ceux qui n'ont plus ni locaux ni fichiers. Il s'agit aussi de réimposer la CFTC dans toutes les réunions paritaires syndicales, d'où la nouvelle CFDT cherche à les exclure. En octobre 65, quelques 800 délégués se retrouvent au congrès de Vincennes et témoignent de la vitalité du mouvement en pleine réorganisation.